Abidjan le 29 septembre 2014. 6 mois après son transfèrement à La Haye, Charles Blé Goudé devra être fixé sur son sort. L'audience de confirmation des charges contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes a débuté aujourd'hui à la CPI à La Haye. Une comparution en vue de déterminer s'il doit être poursuivi ou non pour crime contre l'humanité. L'actualité ce soir, c'est aussi ce tête-à-tête entre le chef du Parlement et le chef du gouvernement. Ce lundi, Guillaume Soro et Daniel Kablan-Durican ont évoqué la prochaine session parlementaire. Autre sujet mentionné, le projet du budget 2015. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a rencontré cet après-midi des responsables du groupe de chauffeurs de minicar appelé PACA, ainsi que ceux de la Coordination nationale des gares routières, une rencontre sur fond d'invitation au calme. Et puis à l'étranger, ce regain de violence en Ukraine où 9 soldats ont été tués et 27 blessés durant les dernières 24 heures. 4 civils ont également été tués à Donetsk et à Makivka. 8 civils ont été blessés dans ces incidents causés par des tirs d'artillerie. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Et à suivre également dans ce journal le grand format de la rédaction, rubrique qui vous est proposée tous les lundis. Ce soir, on s'intéresse aux infrastructures scolaires, un secteur qui bouge et qui constitue même une priorité pour le gouvernement ivoirien. 6 mois après son transfèrement à La Haye, Charles Blé Goudé devra être fixé sur son sort. L'audience de confirmation des charges contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes a débuté aujourd'hui à la Cour pénale internationale CPI à La Haye. Durant 4 jours, la procureure Fatou Bensouda devra prouver face au juge que le leader de la jeunesse pro-Gbagbo est bel et bien passible d'un procès. Il est accusé de crimes contre l'humanité perpétrés durant la crise ivoirienne de 2010. Son sort sera donc connu dans 60 jours après ses audiences. Salimatou Dia, Sylvie Touré. Sera-t-il jugé ou non par la Cour pénale internationale? Charles Blé Goudé sera situé sur son sort dans 60 jours. L'audience de confirmation des charges a démarré ce lundi. La procureure Fatou Bensouda a 4 jours pour convaincre la chambre préliminaire de la CPI que l'ex-leader de la jeunesse pro-Gbagbo a joué un rôle dans les crimes perpétrés pendant la crise post-électorale. Pour sa part, l'accusation retient 4 chefs d'accusation: meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains commis entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, devra donc convaincre les juges d'ici à jeudi que les éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes. À l'issue de cette audience, les juges de la chambre préliminaire auront 60 jours pour rendre leur décision, c'est-à-dire confirmer les charges retenues par la procureure et ouvrir la voie à un procès ou demander à la procureure d'apporter plus de preuves. Rappelons que Charles Blé Goudé a été remis à la CPI en mars 2014. Il est le second détenu de la crise post-électorale après Laurent Gbagbo en attente de procès.
L'actualité ce soir, c'est aussi ce tête-à-tête entre le chef du Parlement et le chef du gouvernement. Ce lundi, Guillaume Soro et Daniel Kablan-Duncan ont évoqué la prochaine session parlementaire. Autre sujet mentionné, le projet du budget 2015, les précisions de Broléon. Trop tôt pour en dévoiler le contenu, mais le budget 2015 va refléter les grands chantiers et initiatives en vue du développement du pays. Confidence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à sa sortie d'audience avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. C'est que pendant les 45 minutes durée de leur séance de travail, les chefs du Parlement et du gouvernement ont échangé sur ce projet de loi de finances. On va voir bientôt la session budgétaire. Le ministre du budget viendra ici avec ses différents collègues pour présenter le budget 2015. Mais il est important quand même que le président de l'Assemblée nationale en ait la primeur et voit un peu les grands axes de ce travail. Vous allez voir qu'il y a effectivement beaucoup d'innovations et que le pays continue de progresser. Bien sûr, nous avons parlé aussi du fonctionnement de l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous puissions nous assurer que les choses peuvent aller de l'avant normalement. La session parlementaire, cadre de l'examen du budget 2015, sera la deuxième et dernière session ordinaire de l'année en cours. Elle va s'ouvrir ce mercredi 1er octobre. Les députés, membres de la commission de la recherche, la science, la technologie et l'environnement de l'Assemblée nationale ont effectué une visite de terrain en zone industrielle de Yopougon mercredi, une visite relative à la grogne de certains riverains sur des nuisances qui résulteraient des activités d'une cimenterie. À la demande du président de l'hémicycle, les membres de la commission sont allés inspecter les lieux, nous dit Michel Diffray. Opérateur dans le domaine de la construction, CIMAF produit 500 000 tonnes de ciment par an et emploie 200 salariés. Mais l'entreprise fâche les riverains. Dans les heures tardives, quand vous sortez, vous regardez en l'air, vous voyez la poussière. Donc, nous sommes allés aussi se plaindre à ce niveau. Sinon, nous a répondu qu'il n'y a pas de preuves qui montrent que c'est poussière de ciment. Depuis l'installation de l'usine, toute l'eau qui partait de l'autre bordure se renverse ici. Ça fait que non, quand la saison pluvieuse arrive, la population est obligée de quitter les lieux. Pour les riverains, l'emplacement de la cimenterie serait la cause de ces inondations. Pour en avoir le cœur net, la commission de la recherche de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale effectue une visite sur le site. Le développement, c'est bien. Le développement est fait pour les hommes et avec les hommes. Et si c'est fait avec les hommes, il est important que les représentants de la nation que nous sommes, il est important pour nous de jeter un coup d'œil sur ces activités-là. Donc nous sommes là ce matin pour comprendre un peu le fonctionnement de ces structures et voir ce que ça apporte véritablement à nos populations et si l'activité est faite dans les normes surtout.
Pour les responsables de cette société, l'heure est plutôt à la recherche de solutions pour éviter les inondations. C'est pas CIMAF qui est responsable de ces nuisances, mais dans tout cas, CIMAF n'a jamais cherché la responsabilité, donc il a cherché plus à résoudre le problème, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. On avait installé pratiquement une capacité de 1000 mètres cubes de pompe pour pomper toutes les eaux du marécage, pour baisser le niveau au niveau de CIMAF et des riverains qui sont juste à côté. Autre grief des populations, la forte poussière qui résulterait des activités de la cimenterie. À ce sujet, une étude est en cours pour situer les responsabilités vu la multitude d'entreprises qui exercent en zone industrielle de Yopougon. Les résultats sont attendus pour fin septembre. En bref et en image, le groupe de la Banque mondiale vient de faire un don de 1,9 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire, un appui du Fonds de partenariat pour le carbone forestier en vue de soutenir le processus de préparation du pays au mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts. L'accord a été signé cet après-midi au plateau entre la partie ivoirienne représentée par la ministre chargée de l'économie et des finances Kabaniale et le directeur des opérations de la Banque mondiale Ousmane Diagana. Demain, le compte-rendu complet de Guy Roger Nguessa. Je vous le disais en titre, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a rencontré cet après-midi des responsables du groupe de chauffeurs de mini-cars, communément appelé BACA, ainsi que ceux de la Coordination nationale des gares routières, une rencontre sur fond d'invitation au calme. Pour rappel, hier à la suite d'un incident entre ces acteurs, il y a eu un blessé. Jean-Louis Billon, en tant que ministre de tutelle des artisans, conducteurs, chauffeurs de BACA, leur a exprimé le soutien du gouvernement, le compte-rendu de Koné Pargasso. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME, tutelle de la Corporation des artisans conducteurs chauffeurs de minicar, appelé communément BACA, apporte la compassion du gouvernement à la famille d'Ibrahim Diallo, blessé à la suite de l'incident survenu entre les acteurs du transport. Le ministre Jean-Louis Billon, en rencontrant les responsables du groupement des chauffeurs de BACA en activité en Côte d'Ivoire, et les responsables de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire les a rassurés du soutien du gouvernement avant de les exhorter à reprendre le travail. L'appel du ministre est reçu 5 sur 5 par les responsables des chauffeurs qui lancent un appel à la reprise. Compte tenu de tous ces efforts et de l'implication du ministre Jean-Louis Billon sur le problème, au nom du groupement et au nom du président Sanogo Taïrou, nous demandons à tous nos camarades de cet appel de sortir pour vaquer à leurs occupations. Avant cette rencontre, le ministre Jean-Louis Billon s'est rendu au CHU de Yopougon en vue de s'informer de l'état de santé du jeune Ibrahim Diallo. La rumeur a couru rapidement qu'il était décédé. Il n'en est rien. Je suis venu moi-même au CHU aujourd'hui me rendre compte que le blessé est en fait dans le coma. Pour le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME,
Le gouvernement prend toutes les mesures pour mettre fin à ces comportements préjudiciables à l'économie nationale. Le grand format de la rédaction ce soir s'intéresse aux infrastructures scolaires, un secteur qui bouge, une série de travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement d'établissements et autres infrastructures scolaires sont en cours à travers tout le pays. C'est la phase active du PPU, le programme présidentiel d'urgence, un projet de l'État ivoirien appuyé par des partenaires au développement. Ces travaux visent l'amélioration des conditions de travail et la performance des élèves et du corps enseignant, l'état d'avancement des travaux, leurs coûts, les perspectives, bref, le tout dans ce sujet grand format signé Maïsako. Mafia, situé à 22 km d'Alépé au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce village bénéficiant d'une importante verdure abrite l'école primaire publique Mafia. Au total, 141 élèves reçoivent des cours dans l'établissement. Pourtant, en 2009, date de sa construction, l'école ne comprenait que ce seul bâtiment de 4 salles de classe accueillant des élèves du CP1, cours préparatoire première année, au CE2, cours élémentaire deuxième année. Depuis 2013, l'EPP Mafia a fière allure avec la construction d'un autre bâtiment. Ce bâtiment-là, c'est comme un don du ciel. Parce que c'est Mafia, c'est une petite localité. Et quand nous avons fait la demande, Madame le ministre n'a pas hésité. Et puis, spontanément, là, s'est dépêché pour nous construire ce bâtiment que vous voyez, qui est vraiment un joyau architectural. Je suis content d'être avec mes amis. On travaille dans les bonnes conditions. Dans la localité de Dzeudji, située à 6 km de Mafia, se dresse fièrement l'EPP Dzeudji 2. L'établissement réhabilité fait la fierté de ses responsables et des 200 élèves qui le fréquentent. Avant la réhabilitation, les deux bâtiments qui sont derrière nous ont été vraiment décoiffés par un violent vent. Les nouveaux bâtiments ont été livrés en 2013. Ça fait un beau cadre pour le village. Ce sentiment de satisfaction est également partagé dans la capitale économique ivoirienne. Dans la commune d'Abobo, le groupe scolaire Guinéré, du nom de l'ancien administrateur colonial et chef de cabinet du président Félix Houphouët-Boigny de 1960 à 1993, a été créé en 1985. Aujourd'hui entièrement réhabilité, le groupe scolaire Guinéré, fort de 952 élèves, a une histoire particulière. Mon bureau avait pris feu. On a dit tout était brûlé avec cette classe de CE1 qui est là. Il n'y avait rien, même les tables, bancs, tout ça là, mon bureau. Tout ce qui est archives d'école a disparu. Vraiment, on travaille dans des conditions très pénibles. On est passé par tous les moyens. À la rentrée scolaire 2013-2014, on a fait appel à la RTI qui est venue filmer quand les responsables ont vu la réhabilitation commencer une semaine après. 115 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux de réfection du groupe scolaire Guinéré. Les travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements du primaire et du secondaire entrepris depuis 2011
sont le fruit des efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme présidentiel d'urgence, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de certains partenaires au développement. 92 milliards de francs CFA ont été décaissés pour l'amélioration des infrastructures. Les travaux de réhabilitation concernent 34 000 salles de classe, 99 lycées mixtes et collèges, 8 lycées de jeunes filles avec internat dont le lycée des jeunes filles de Boaké pour un coût global de 24 milliards de francs CFA. Nous avons pu, depuis 2011, réhabiliter près de 4000 salles de classe, 8 collèges, 22 lycées, 3 CAFOP, 12 salles de professeurs. Les travaux de construction sont évalués à 68 milliards de francs CFA. Depuis 2011, l'on note la construction de près de 4000 salles de classe au primaire et au préscolaire, 30 collèges à base 3 et 4, 47 collèges de proximité pour rapprocher les apprenants de leur lieu d'apprentissage. 12 milliards de francs CFA ont été alloués à l'acquisition de véhicules et de plus de 200 000 tables-bancs. S'agissant de tables-bancs, les besoins sont légion dans les différents établissements. Le groupe scolaire d'Anono, la plus vieille inspection de l'enseignement primaire de la commune de Cocody depuis 1947, attend 1500 tables-bancs. L'école fraîchement rénovée reçoit chaque jour 3000 apprenants. Avoir reçu au moins 1500 bancs, mais l'inspecteur est en train de faire mains et pieds pour apporter encore d'autres bancs. Le taux de scolarisation est en perpétuelle augmentation et ce qui fait que nous sommes obligés de revoir nos prévisions afin de pouvoir équiper ces établissements-là. Nous pourrons vous rassurer. Nous pourrons vous rassurer que tous les établissements qui ont des problèmes établissements, tout cela nous est parvenu et le ministère, avec Madame le ministre de l'Éducation nationale en tête, est en train de trouver des solutions. Les travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements du primaire et du secondaire ont un impact positif sur le système éducatif. Il faut jouer sur 3 leviers pour améliorer le système éducatif. L'amélioration de l'accès, les conditions d'apprentissage et d'enseignement et le pilotage du système. Quand vous réhabilitez, quand vous construisez, vous augmentez l'offre éducative. Le taux brut de scolarisation est passé à 94,7%. Au niveau du CEP, les résultats sont passés à 79,13% contre 74,51% en 2010. Au niveau BPC, c'est 57,43% contre 31% en 2010. Et au niveau du bac, 36% contre 23% en 2010. Au dire du directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ces travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin 2015. Il est important que toute la communauté se mobilise autour de l'école. Les enseignants, les chefs d'établissement, les COGES, les communautés, les mutuelles de développement des villages, les coopératives, même des particuliers doivent se mobiliser autour de l'école pour non seulement construire d'autres écoles, mais pour entretenir l'existant. Selon M. Kafouba Touré,
Le perfectionnement du système éducatif constitue l'une des priorités du président de la République dans sa quête de l'émergence pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Reste le grand format de Maïsako. Dans l'actualité politique, la présidence du parti Le Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, confiée à Henriette Lagou. L'élection a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche au terme du congrès ordinaire de la formation politique. Plusieurs militants ont pris part au premier rassemblement du parti depuis sa création en 2012. La rencontre a eu lieu au Parc des Sports de Treichville en présence de Gabriel Zani. Elle fait partie des rares femmes leaders de partis politiques en Côte d'Ivoire. Henriette Lagou a été élue à la tête du Renouveau pour la paix et la concorde RPCP à l'issue du congrès du parti tenu du samedi 27 septembre au dimanche 28 septembre. C'est au Parc des Sports de Treichville qu'a eu lieu ce premier grand rassemblement du parti centriste depuis sa création en 2012. Pour Henriette Lagou, la forte mobilisation des militants est la preuve que le RPC peut fédérer les énergies autour de l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, nous allons ensemble nous donner les mains. Nous allons rechercher tous les mêmes valeurs fondamentales du dialogue, de la non-violence et de la paix. Nous ne devons pas trahir la Côte d'Ivoire. Nous devons coûte que coûte sauver son âme. Des milliers de militants ont démontré leur volonté à accompagner Henriette Lagou, la présidente du parti, dans son combat. Pour eux, le RPC est un jeune parti, mais la détermination des militants peut changer la donne en 2015. Pour nous, c'était d'une importance capitale parce qu'on voulait savoir réellement si les Ivoiriens avaient besoin de ce changement-là et on est satisfait. Une femme, c'est tout ce qu'on peut espérer. Donc nous en sommes sûrs. 2015, c'est pour nous. Il fallait que, en tant que secrétaire général, je prenne mon bâton de pèlerin pour présider au destin de la mobilisation, pour démontrer aux Ivoiriens qu'on peut, par la volonté et la détermination, construire un temps politique en peu de temps. Un congrès important pour le RPC qui se veut un parti d'équilibre, modéré parmi les courants politiques. Les instances du parti et le bureau politique ont été renouvelés. Les congressistes réunis en plénière ont réfléchi au projet de société basé sur les thèmes de l'humanisme intégral, du dialogue, de la non-violence et de la réconciliation, valeurs que prône le RPC. À en croire, Henriette Lagou, élue par acclamation à la tête du Renouveau pour la paix et la concorde, le Congrès a tenu ses promesses. Face à notre équipe de reportage, Henriette Lagou est revenue sur l'intérêt du centrisme, l'idéologie de son parti. Elle dit être déterminée à faire progresser le RPCP sur l'échiquier politique national. Elle s'est aussi prononcée sur d'autres sujets de l'actualité et sa candidature à la présidentielle de 2015. Henriette Lagou est plus que jamais déterminée à positionner le Renouveau pour la paix et la concorde RPCP sur la scène politique. Devant la presse,
Elle n'a pas raté l'opportunité de présenter les enjeux de ce congrès. On a indiqué qu'un congrès de partis politiques, c'est d'abord des temps de réflexion pour la mise à neuf des organes du parti, un temps de réflexion pour les grandes orientations du parti, c'est des moments de réflexion pour des engagements très forts et des résolutions. Redresser le pays après une décennie de crise n'est pas chose facile, reconnaît l'opposante. Pour relever les défis de la croissance, Henriette Lagou propose de sortir des extrêmes. Elle prône le centrisme. Nous sommes en période de réconciliation. Nous voulons que tous les Ivoiriens se retrouvent. Alors, les Ivoiriens, ils vont se retrouver où? Les gens de la gauche vont refuser de se retrouver à droite. Les gens de la droite vont se refuser de se retrouver à gauche. Mais dans ces conditions, il faut créer un environnement, un cadre où tout le monde se reconnaît. C'est le centrisme. Sur la question de la réconciliation nationale, voici la réponse de la présidente du parti, basée sur le dialogue et la paix. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit gouvernant, qu'on se parle franchement et qu'on trouve des plans de développement de la réconciliation. Sinon, on va stagner et on n'avancera pas. Henriette Lagou entend briguer la magistrature suprême en 2015. La journée mondiale des sourds et de la surdité est célébrée dans la dernière semaine ou le dernier samedi du mois de septembre. Ici en Côte d'Ivoire, elle a été célébrée aujourd'hui. Objectif, sensibiliser la population à la connaissance de la culture sourde et au langage des signes. Vocation première de l'école ivoirienne pour les sourds de Côte d'Ivoire qui s'investit chaque année dans la formation de centaines d'apprenants handicapés de lui. Laetitia Manglé. Adama Yedé est informaticien de profession. Sans savoir, il a choisi de le mettre au profit de l'école ivoirienne pour les sourds. Un choix qui n'est pas fortuit, car malentendant depuis plus de 20 ans, c'est dans cet établissement qu'Adama, marié et père de 2 enfants, a appris à reprendre goût à la vie. Je ne suis pas né sourd, mais je suis devenu sourd en 89. Je suis arrivé ici en 1990. Et j'ai fait des études. Comme tout le monde. J'ai eu le BPC, le bac. Et j'ai continué. J'ai fait une formation en informatique. Et j'ai eu le BTS. Donc après le BTS, je suis revenu encore ici pour travailler comme fonctionnaire. Pour apporter ma contribution au développement des personnes sourdes en Côte d'Ivoire. L'insertion professionnelle d'Adama, cette mère en rêve également pour sa fillette. Après l'avoir cachée pendant longtemps, elle décide de faire fi des préjugés et de prendre en main cette année scolaire 2014-2015 l'avenir de Grâce, née sourde. Je suis parti en consultation à la PMI. Il y avait une dame, j'étais sourd-muet, elle était sur ordinateur. Elle travaille. Donc moi je me suis dit que moi ma fille est comme ça. Donc bientôt elle peut travailler. Ça m'encourage. Souvent quand je vais dans les centres, ils sont là-bas. Même ici même, il y a un même tu es ici, tu m'as reçu. Il n'entend pas bien. Il m'a reçu. Donc je me suis dit que bon, ça peut aller.
Créée depuis 1974, l'école ivoirienne pour les sourds était au départ prévue pour accueillir 100 élèves en pension complète. Mais aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Les salles de classe et dortoirs sont vétustes et l'espace est devenu restreint pour le nombre de pensionnaires qui croît un peu plus chaque année. La capacité normale de l'école est de 100 enfants, mais aujourd'hui nous avoisinons 215 enfants. Voyez-vous que nous sommes au-delà de la capacité réelle d'accueil de l'école. Et il n'y a que les enfants du CM2 qui sortent de l'école. Et donc le recrutement ne peut que se faire que en fonction du nombre d'enfants qui sortent. S'il y a par exemple 15 enfants qui sortent, nous ne pourrons que recruter que 15. Mais vu que la demande est très forte, nous sommes obligés souvent de recruter au-delà de la capacité d'accueil. Ce lundi 29 septembre, journée mondiale des sourds, les responsables de la seule école pour handicapés de Louis en Côte d'Ivoire lancent un cri de cœur pour la réhabilitation de l'établissement. Aujourd'hui, l'école ivoirienne pour les sourds a 40 ans d'existence. Le plus gros problème de l'école ivoirienne pour les sourds est le problème des infrastructures. Nous avons des salles de classe de 9 mètres carrés, ça veut dire 3 mètres sur 3. Les classes ne présentent pas les commodités, non seulement d'un meilleur enseignement, encore moins d'un meilleur apprentissage de la part des enfants. En augmentant la capacité d'accueil de l'école à travers la construction de nouvelles classes qui offrent toutes les commodités, je pense que ces enfants-là, demain, pourront participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Malgré tout, les derniers examens à grand tirage ont vu la réussite de 14 nouveaux collégiens sur 14 candidats, de 10 brevetés sur 19 et de 3 nouveaux bacheliers sur 5 candidats au bac, tous provenant de l'école ivoirienne pour les sourds. On prend maintenant la direction d'Akringwa, c'est le nom d'un village situé à 6 km de Daoukro. Les populations y ont célébré la fête de l'Igname, célébration ancestrale qui marque le début du nouvel an, également un moment de purification, grâce Kando était à Akringwa, son témoignage. L'igname. Ce tubercule était autrefois célébré avec faste chez le peuple baouli. Aujourd'hui, cette fête est en voie de disparition. Comment revaloriser alors cette célébration ancestrale? Les Baoulés de la région de Daoukro donnent le ton. Objectif affiché, accorder une place de choix à la fête de l'Igname. À Akringwa, village situé à 6 km de la sous-préfecture de Daoukro, les populations sont en fête. La célébration de l'Igname est une occasion de purification et de réjouissance pour marquer l'abondance des récoltes. En baoulé, c'est un vendredi saint, le vendredi de la fête des ignames. L'igname est de deux qualités. Il y a ce qu'on appelle l'igname précoce, en baoulé l'okpa, et il y a l'igname tardive, le nziwa et le nza. Et l'igname précoce, dès septembre, est mangeable. À partir de ce moment, le baoulé dit ouf, nous n'avons plus faim. Et
on célèbre ce moment-là. L'igname, un aliment de base du peuple baoulé. Sa célébration revêt donc une importance capitale. Bien avant qu'on ait eu le calendrier grégorien, la fête des ignames était l'année nouvelle qu'on célébrait. Et donc à la faveur de cette fête-là, la population venait faire allégeance au roi ou au chef. La fête des ignames de 2014 rentre dans la droite ligne de nos ambitions de la promotion du patrimoine culturel et de tout ce qui est valeur touristique au niveau de notre grande région de Nifou. Tous les villages d'Aokro sont en train de célébrer la fête des ignames et ça sous recommandation du roi Kongolagou qui a lancé cet appel pour qu'on revienne sur nos vieilles habitudes parce que on peut tout perdre, mais notre culture, en la perdant, c'est que nous perdons nous-mêmes. Pour les baoulés de Daoukro, cette fête de l'igname célébrée cette année ne sera plus interrompue. Les populations se sont donc donné rendez-vous en 2015. L'actualité internationale en bref et en images avec d'abord ce regain de violence en Ukraine où 9 soldats ont été tués et 27 blessés durant les dernières 24 heures. 4 civils ont également été tués à Donetsk et à Makivka. 8 civils ont été blessés dans ces incidents causés par des tirs d'artillerie. Reportage. Toujours aussi fragile dans l'est de l'Ukraine. Dimanche, des combats sporadiques entre les séparatistes pro-russes et l'armée ont fait 12 morts dans la région de Donetsk. C'est la journée la plus meurtrière depuis la conclusion du mémorandum. Parallèlement, la tension est montée d'un cran à Kharkiv lorsqu'une foule de militants pro-ukrainiens a abattu l'immense statue de Lénine sur la place principale. Tout près de la frontière turque, les combats, les taux se resserrent autour de Kobani, à quelques kilomètres de là, en territoire syrien. Cette ville kurde est actuellement assiégée par les combattants djihadistes de l'État islamique. Des volontaires désireux de se battre aux côtés des Kurdes de Kobani ont accouru de toute la Turquie, mais les militaires turcs leur ont barré le passage. Un accueil de rockstar pour le Premier ministre indien. Narendra Modi a été applaudi par plusieurs milliers d'Indo-Américains à New York. C'est sa première visite officielle aux États-Unis depuis son élection en mai dernier. Il sera reçu par le président américain demain mardi. Cette visite a des airs de retour en grâce pour ce nationaliste hindou au passé sulfureux, interdit de séjour pendant 10 ans aux États-Unis suite aux émeutes anti-musulmanes de 2002 qui ont ensanglanté l'État du Gujarat qu'il dirigeait alors. En France, l'extrême droite fait son entrée au Sénat. À l'issue du renouvellement de la moitié des sénateurs, 2 élus du Front National vont rejoindre la Chambre haute, une première. Les 2 hommes ont profité du très bon score réalisé par leur parti aux dernières élections municipales et du ralliement de certains grands électeurs de la droite traditionnelle française.
Ils siégeront dans un Sénat à nouveau contrôlé par la droite. La majorité présidentielle ne sera restée que 3 ans à sa tête. Pour terminer, sachez que le chef du gouvernement ivoirien, par ailleurs ministre de l'économie, des finances et du budget, a été élu meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique subsaharienne par un organe de la Banque mondiale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.